Nous sommes, nous sommes sur le débat matinal avec Narcisse Ressou. Bonjour. Bonjour Gilles Christ. Vous êtes journaliste au quotidien Palmarès. Merci infiniment d'être là. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Et puis le ciel crachote ce matin. Il pleut abondamment à Cotonou. Raison pour laquelle peut-être les deux autres confrères ne sont pas encore sur ce plateau. Crépin Bossou qui est le directeur de publication du quotidien Le Nouveau Citoyen. Et puis Abel Dako qui est le correspondant de Radio Liberté FM au Bénin et au Nigeria. Ils ne sont pas encore là. On espère les retrouver avant la fin de ces échanges. Eh bien, Narcisse Ressou, depuis plusieurs années, il y a un débat qui a cours au Bénin. Certaines personnes appellent à la réforme du système partisan au Bénin. D'abord, quel diagnostic effectuez-vous aujourd'hui? Dans quel état se situe aujourd'hui la classe politique béninoise? Vous savez, ça se passe de tout commentaire, l'état de la classe politique béninoise. Comme exemple, nous avons à la tête du pays un chef d'État qui n'est pas d'un parti politique. Et comme toujours, d'ailleurs, on n'a pas connu un chef d'État issu d'un parti politique. Mais le drame, cette fois-ci, ou bien la chute de cette classe politique interroge bien la dernière élection présidentielle. Quand vous constatez que des partis politiques d'envergure de ce pays, il n'y a pas eu de candidature. On n'a pas constaté les grands partis qui ont comme coutume de vouloir briguer à la magistrature suprême. Aucun des partis politiques ne s'est montré capable de sortir un candidat ni de concurrencer sur le terrain les opérateurs économiques dont l'un a fini... Quand vous le dites ainsi, peut-être que vous auriez peut-être dit que les partis politiques n'arrivent pas à acquérir le pouvoir ou à céder au pouvoir, parce que les partis politiques envoient des candidats généralement, mais qui ne passent pas. Non, en 2016, par exemple, on a vu 3 grandes formations politiques s'associer pour désigner un candidat. Oui, qui n'étaient pas de leur formation politique de base. Donc, c'est la chute. 2016 a montré le déclin du système partisan au Bénin. Et puis, il faut dire que ce méli-mélo, ou bien cette pagaille, ou bien cette mort des partis politiques au Bénin profite bien sûr à certains et qui apparemment ne veulent pas qu'on arrive à cette réforme du système partisan. C'est-à-dire quoi, la classe politique ou les politiciens de notre pays se sont affichés aujourd'hui dans un nouveau système. C'est le commerce politique. Voyez, la transhumance politique qui, de jour en jour, finit par choper tout bon politique béninois. C'est-à-dire, si hier, vous avez une conviction politique, vous avez des ambitions politiques, la politique, c'est pas on ne peut pas faire forcément carrière en politique, mais si vous avez cette vision de faire un parcours politique, du coup, vous vous rendez compte qu'au Bénin, ce qui marche mieux, c'est quand on va à gauche et à droite, à chaque changement de régime, c'est quand on vous achète, je n'ai pas trouvé la meilleure expression pour vous le dire, c'est quand on vous achète, mais de façon crue comme ça, quand on vous achète d'un camp à l'autre, quand vous veut, à des moments donnés, pour des positions données, quand vous avez des intérêts tout de go, du catch, pour aller de X à Y, c'est ça qui marche. Du coup, on se dit... La fidélité dans un parti politique ne nourrirait plus son homme au Bénin. Du coup, tout le monde préfère, ou du moins de façon générale, au sein de la classe politique béninoise, on préfère ce jeu qui n'arrange pas le pays, qui ne conduit pas au développement de notre pays. On préfère faire ce jeu de commerce, du marchandage politique, du chantage parfois même politique, parce que quand on ne vous donne pas, vous êtes tenu de décrier celui qui est là. Et quand on vous donne, vous devenez le saint. C'est-à-dire, c'est vous qui devenez le saint du camp. Mais ce diagnostic que vous faites, cela signifie peut-être que les partis politiques sont parfois manipulés, sont parfois instrumentalisés. Comment expliquer ça? Non, c'est qu'au départ, l'idéal a fini par déserter le forum. Il n'y a plus d'idéal dans les partis politiques. Il n'y a plus une cause. Il n'y a plus de conviction. On ne travaille plus pour les populations, on ne travaille plus pour bâtir la cité, mais plutôt pour ses propres intérêts. Donc, on ne peut pas dire que les partis sont manipulés. Les partis en eux-mêmes s'exposent à cette manipulation-là parce que
l'individualisme a pris le pas sur l'intérêt général. Quand on peut se mettre ensemble pour construire notre cité, la question n'est pas là. Est-ce que je peux garder mon train de vie quand j'étais ministre hier? Si je ne peux plus garder le même train de vie, alors là, il faut que je devienne grenouille, que je saute d'ici à là, et après, de là-bas à là où j'étais, si ça marchait encore mieux là-bas. Donc, c'est la question d'idéal et de l'intérêt particulier. Chacun cherche son intérêt. On ne veut plus travailler pour le pays. On ne veut plus travailler pour les couches les plus défavorisées. Mais on constate que les élites, ceux qui émergent, sont particulièrement les politiques. Du point où notre jeunesse n'a que de repères pour la politique dans un pays où la politique est à fort taux de dominance. C'est-à-dire, on parle que politique, on aime faire la politique. Vous avez vu encore, ça a repris. Les chapelles, les mouvements, associations de jeunes ont commencé encore par naître parce que c'est le seul business qui semble encore marcher pour la jeunesse béninoise qu'on a célébré le 12 août dernier. Donc, si ce business-là ne marche pas, c'est l'arnaque. Et il y a une petite minorité issue de ces quelques élites-là qui encore sont bien lotis dans la cité, en parlant de la jeunesse. Donc, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de repère. Le seul repère qui vaille au Bénin, c'est quand vous pouvez faire mieux le commerce politique. Et c'est de façon hontée, il n'y a pas de crime à la matière. Vous dites que les hommes politiques ne pensent pas véritablement au bonheur des populations, mais pourtant, lors des élections, on les entend, ils vendent leurs projets de société, ils promettent ciel et terre aux populations. Finalement, comment expliquer ça? C'est peut-être de l'instrumentalisation ou c'est de la manipulation des consciences? Les deux sont de mise. Quand l'élite politique ne bâtit pas le citoyen, quand il ne travaille pas à construire pour que le citoyen soit développé. Parce que quand on parle de nation développée, c'est d'abord l'individu qui est développé. Et les individus développés, écoutez, on est en train de casser les gens pour des baraques, des kiosques au bord des rues. Mais pensez-vous un instant qu'un citoyen qui a les moyens, qui est bien, qui gagne bien sa vie, resterait dans cette kiosque-là, au bord des voies? Qui a de l'argent et n'a pas voulu avoir une très belle clôture? Donc, quand l'élite politique ne travaille pas à bâtir le citoyen, à l'aider à se construire, du coup, il l'instrumentalise parce que quoi? Son niveau de vie est faible, il n'arrive pas à s'octroyer le luxe qu'il veut. Et du coup, quand arrivent des moments donnés, c'est-à-dire quand l'heure politique sonne, on préfère l'utiliser. Parce que vous savez, je prends l'exemple tout coup de ce qui se passe actuellement. Je m'en tiens à l'actualité politique d'un pays. On a commencé par rompre, puisqu'on est dans la rupture. On a commencé par rompre, on a saqué des acquis sociaux même. Du coup, le citoyen béninois, son niveau de vie est devenu plus faible. Il est devenu plus pauvre. Et imaginez que dans un an poussière, nous serons aux élections législatives. Du coup, on sort les miettes. Il est tenu de courir parce qu'il a faim. Parce qu'il n'a plus de revenus comme cela se devait. Donc, finalement, on n'arrive plus à évaluer l'idéologie des partis politiques. Non, ça n'existe pas. Donc, il la court parce que les miettes tomberont de la poche du politique. Et lui-même, il s'expose, il va prendre, il va faire le jeu. Et en ce moment, promesse électorale ou pas, il s'en fout. Hein, vous l'a dit. Sinon, comment comprendre? Si le citoyen béninois était bien éveillé, nous ne serons pas en train aujourd'hui de penser encore à hier que nous avions déploré. D'accord. Abel Dako nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais commencer par dire toutes mes excuses pour ce retard qui est indépendant de ma volonté. Vos excuses sont toutes acceptées. Merci bien. Eh bien, on est en train de faire un diagnostic, on est en train d'évaluer un peu l'état de santé actuel de la classe politique béninoise. Quelle est votre lecture justement de cette classe politique? Alors, écoutez, j'ai toujours dit que la politique est faite autrement sous les tropiques, en général chez nous au Bénin. Vous savez, la politique, nous faisons une politique de nos ventres. C'est une politique de subsistance. Il ne pouvait en être autrement car, vous savez, c'est Jacques Chirac qui le disait alors qu'il était ministre français. Il disait que l'Afrique n'a pas encore véritablement de parti politique.
que nous n'avons que de clubs électoraux. À partir donc de ce constat... C'est réel pour le cas béninois, par exemple? C'est réel pour le cas béninois. La belle preuve, le 19 prochain, le gouvernement actuel va passer à une coalition et qui, ma foi, et selon le coordonnateur de cette coalition, le Bénin en marche, cette coalition va regrouper une centaine de partis de ce que j'appelle clubs électoraux, donc d'associations de jeunes, de partis politiques, que ce soit un parti politique naissant ou un parti politique vieux, une coalition de 100 partis politiques et d'associations de jeunes. Voyez-vous, il va sans dire donc que l'Afrique, en particulier le Bénin, n'a que de clubs électoraux. La belle preuve, vous avez vu la scission au niveau même des partis qui autrefois ont résisté au temps et aux événements. Ces partis-là s'éclatent aujourd'hui et sont devenus donc des monstres à deux têtes. C'est la preuve qu'il y a véritablement quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas comme cela se doit dans le système politique au Bénin. Et qui plus est donc la politique n'est qu'une affaire de partisans et autres. Justement, ça paraît un peu curieux qu'on puisse voir des formations politiques ayant peut-être totalisé plus de 20 ans d'existence au Bénin. La Renaissance du Bénin, qui est un parti pas des moindres, le Parti social-démocrate. On évoque même dans les coulisses le MADEP, également, qui serait sur la sellette. Dont nous avions parlé sur ce plateau. Justement, il y a de cela quelques semaines. Comment expliquer cette dégénérescence de ces grandes formations politiques? Mais c'est les intérêts. Il n'y a pas à se casser la tête pour trouver la solution. Il n'y a pas à se casser la tête pour trouver ce qui ne fonctionne pas véritablement. Ce qui est à la base de cette situation, au niveau même de ces partis, comme je viens de le dire, qui ont résisté, qui ont su résister dans le temps et dans l'espace face aux avènements et aux événements. Mais aujourd'hui, on est face à une situation où soit vous faites... Et puis c'est ce qui est dangereux en République du Bénin. Mais écoutez, c'est caractéristique des pays en voie de développement. Même si moi je n'aime pas l'expression, c'est des caractéristiques des pays sous-développés. Parce que lorsqu'on est en voie de développement, on travaille pour véritablement évoluer vers le développement. Mais chez nous, rien ne se fait. Écoutez, j'ai suivi l'analyse de mon confrère Ressou. Vous savez, puisque nous sommes en train de tendre vers un moment très crucial donc, de ce régime en place, soit vous êtes avec moi et ça marche, soit vous n'êtes pas avec moi et vous êtes brisé, parce que c'est un système qui ne fait pas du tout de cadeaux, et ce n'est pas celui-ci qui en a l'apanage. Hein. Non, pas du tout. Soit vous êtes avec moi, donc, et vous fonctionnez avec, vous faites avec, soit vous n'êtes pas avec nous du tout, et le système vous broie. La belle preuve, donc, vous avez ces partis que vous avez cités qui sont aujourd'hui, vous avez telle L, vous avez telle autre L, vous avez telle L, et c'est pareil pour la RB, parce qu'il y a la RB originelle, il y a la RB qui a connu donc, les dissidents. Il y a également l'aile aujourd'hui qu'on appelle l'aile Golou et l'autre aile pour le Parti social-démocrate. Et ça va être malheureusement pareil pour les autres partis jusqu'à ce que nous traversions donc la période des élections législatives et communales, etc., etc. Malheureusement, ça va être le cas. Alors, à la veille de la présidentielle de 2016, Narcisse Ressou, on a entendu les membres du parti du renouveau démocratique PRD qui ont clamé qu'ils ne vont plus faire de l'opposition au Bénin. Cette phrase-là, comment expliquer qu'on ait peur de faire de l'opposition? Ça fait bien rire qu'on soit un parti politique, qu'on s'engage derrière un candidat et qu'on puisse se dire soit il passe, soit il échoue. Et qu'on puisse, avant même les résultats, dire ou bien... c'est-à-dire s'élançant dans la course, dit qu'on ne veut pas faire l'opposition. Et vous avez vu, ils ne veulent pas faire l'opposition. Il a suffi que les résultats soient proclamés et qu'ils se disent qu'ils sont prêts à accompagner le régime en place ou l'élu. Quand bien même ils ont perdu les élections. Quand bien même ils ont perdu les élections. Et c'est là où le bas blesse. Nous n'arrivons pas à assumer nos positions. Et c'est tellement dommage dans ce pays de constater que nous ne sommes qu'à la quête des intérêts au lieu de chercher, parce que quand vous vous opposez à quelqu'un, ou bien quand vous êtes candidat, on voit dans les grandes nations comment ça se passe. C'est-à-dire, vous avez tel autre qui a un tel idéal qui soutient telle proposition et tel camp qui soutient telle autre proposition. Et quand vous vous perdez, vous pouvez avoir des points communs, mais vous avez plus de divergences dans vos propositions. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas ralliés d'ailleurs.
Et quand vous perdez, vous assumez votre position, vous montrez à vos populations que ce que vous aviez tracé était le meilleur plan. Parce que ce que vous avez proposé, vous comparez, vous mirez cela à ce qui se fait. Et du coup, vous amenez celui qui est élu à pouvoir se cadrer dans la politique du développement, à pouvoir marcher dans le sens même de ses propres propositions. Vous pas les guillonnez dans ce sens, mais vous le motivez, vous le poursuivez à ce qu'il puisse atteindre les objectifs que lui-même s'est fixés en se faisant candidat. Mais quand du coup vous virez à 100 à l'heure de la façon dont on a vu le PRD le faire, c'est vraiment déplorable parce que là, il n'y a pas d'idéal, parce que là, il soutenait quoi? Pourquoi ne veut-il plus faire l'opposition? Simplement parce qu'on se dit quand on est à l'opposition, on est asséché. Et on dit il faut nourrir les membres de son parti, il faut les nourrir. Donc du coup, alors on va s'aligner. S'il fait bien ou pas, on va là-bas, on va s'aligner. Donc je crois que de telles positions ne seraient construire notre nation. De cette telle manière de faire ne serait pas bien pour le développement de notre pays. Il faudrait que les partis politiques arrivent à assumer leur position. Et ça passe d'abord de leurs militants, des leaders politiques, qu'ils arrivent à apprendre à assumer leur position politique. Alors, c'est un diagnostic qui est partagé par presque tout le monde. Mais face à ça, quelle thérapie de choc maintenant, Abel Dako? Écoutez, tout repose sur l'éducation, à mon sens. Tout repose sur l'éducation. Il va falloir véritablement éduquer les syndiqués. Il faudrait commencer déjà par la tête, ou du moins les têtes. Les hommes que moi, je suis en train de suivre cette actualité de très près. C'est vrai, nous avons fait le tour pour le compte de FM Liberté avec la coordination. Et c'est le lieu de tirer un coup de chapeau malgré tout. Malgré tout, et j'espère que ça va durer dans le temps, à la coalition Foscori pour un Bénin émergent. Voyez-vous, aujourd'hui, on est en train de constater que véritablement, ça va être un lendemain meilleur pour la politique en République du Bénin. Pour le petit exemple, vous savez, c'est la seule coalition qui, jusqu'à aujourd'hui, après 16 ans, disons qu'après 16 mois, donc leur leader est perdu par leur leader, disons que leur coalition a perdu l'élection présidentielle, même s'il y a ils ont perdu quelques plumes, il y a que les ténors sont encore restés jusqu'à ce jour. Et c'est le lieu surtout de tirer un coup de chapeau à son coordinateur, Eugène Azatassou, qui, ma foi, il faudrait qu'on le dise pour la postérité, en tant que coordonnateur, alors qu'on connaît très bien ce que les coordonnateurs valent dans ce pays-ci. Voilà quelqu'un qui, en tout pour tout, en tout cas pour ce que le commun des mortels sait, il n'a obtenu qu'un poste de décès. Je peux me tromper. Il n'a pas été à vide de poste ministériel pendant les 10 ans d'exercice de son leader, mais il est resté inébranlable et jusqu'à aujourd'hui, il continue donc de faire son petit bonhomme de chemin. Et donc, c'est un exemple d'école pour les autres partis politiques. Espérons que cet exemple puisse durer dans le temps. Et donc, il faut commencer par éduquer les syndiqués. Ensuite, il faut que les leaders eux-mêmes sachent ce qu'il faut faire, eux-mêmes qu'ils soient éduqués, donc pour mieux donner le pli à leurs sympathisants. L'autre chose, il faut que les partis politiques soient de véritables partis politiques et que les militants puissent être, disons que les militants puissent être rassemblés au sein et autour de l'idéal que leur parti politique s'impose comme ligne pour pouvoir faire véritablement de la politique, mais pas de la politique de prostitution, la politique donc du ventre, et etc., etc. Il ne faudrait pas que ce soit un peuple qui, abandonné après les élections, les politiciens reviennent seulement à la veille donc des élections avec de 4x4 pour leur faire avaler de la poussière inutilement et qu'ils se relancent encore dans la danse. Alors, Narcisse Kressou, certaines personnes proposent le regroupement des partis politiques. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin. Moi, j'ai eu tellement foi en cette affaire que je traite aujourd'hui de cette affaire de l'Union fait la nation. Parce qu'aujourd'hui, quand je constate que son coordonnateur se retire, ou bien son président se retire pour aller s'attaquer à son PSD, simplement parce que c'est devenu une boîte vide, l'Union fait la nation. Alors que moi, j'y ai tellement cru. J'ai pensé que ce regroupement, parce qu'on nous a tellement fait rêver par rapport à ce regroupement-là. Mais qu'est-ce qu'il est devenu finalement? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, je suis un partisan
des grands regroupements. Parce que l'émiettement de la classe politique n'avantage personne. Non, ça ne construit pas. Des partis de famille, hein, des partis de région. Non, on n'en a plus besoin. On a besoin, après même plus de 25 ans, bientôt 30 ans, hein, de pratiques démocratiques, il faudrait que nous puissions avancer, réduire le nombre de partis politiques, avoir de grands regroupements avec des idéaux nobles et qui puissent construire notre pays. Donc, j'ai vu l'Union de Fédération est en train de disparaître. Les FCBE font vaille que vaille pour résister ou bien pour subsister. Mais je me demande encore, est-ce qu'ils pourront aller loin? Est-ce qu'ils sont aussi déterminés que ça? Si les FCBE disparaissaient, c'est fini. Donc, c'est à croire aussi qu'on veut détruire pour rassembler ailleurs. Mais dites-vous, tel on fait son lit, tel on s'y couche. Voilà. Si on pense que c'est en créant la zizanie dans les partis politiques qu'on va récupérer les gens pour les rassembler ailleurs, ce sont des personnes sans conviction et demain, ça va encore connaître les mêmes problèmes. On n'avancera jamais. Alors, le président de la République, dans son projet de révision constitutionnelle, avait prévu le financement des partis politiques. Il devrait également avoir, si je ne me trompe pas, également un statut de l'opposition. On n'a pas pu faire tout ça. Dans le même temps, maintenant, on est à la veille des législatives de 2019. Beaucoup de mouvements politiques naissent. Comment expliquer tout ça? Et puis, comment arriver finalement à réformer cette classe politique-là? Ben, je dis que c'est du leurre. Ce serait du leurre que de penser encore à ces projets-là parce que, vous savez, le chef de l'État, pour l'analyse que moi je fais de la situation, il ne pourra plus revenir sur ces projets-là, ou du moins ces promesses-là, qui n'ont été que de promesses électorales. Et c'est toujours l'autre qui le dit, surtout le maître Adrien Ombéji, il n'y a que ceux-là qui croient en ces promesses électorales, qui pensent que véritablement ces promesses vont exister, pour le paraphraser. Vous savez, on est parti de quelque part. Le président de la République, disons que l'une des réformes qui lui tenait le plus à cœur et que si cette réforme passait, pourrait lui permettre d'amorcer sur les autres réformes, ça n'a pas pu prendre comme il le souhaitait. C'était la révision de la Constitution, en l'occurrence, en ces articles qui allaient permettre au président de la République de faire un seul mandat et bien d'autres. Mais puisque cette réforme n'a pas passé, vous avez vu, le président de la République ne pense plus à ces autres réformes. Donc, il faudrait qu'on oublie ce statut particulier des partis politiques. Il faut subventionner l'opposition, etc., etc. Quelle opposition veut-on subventionner si déjà ceux qui n'ont pas donné leur caution pour le vote à l'Assemblée nationale pour que le projet passe, si ceux-là sont traqués aujourd'hui dans leur dernier retranchement, quelle est l'opposition qu'on veut financer? Parce que c'est aussi cela. Lorsqu'on parle d'un régime démocratique, lorsqu'on a opté pour un régime démocratique, c'est aussi cela. Il faut permettre aux autres de dire ce qu'ils pensent, parce que tout le monde ne peut pas rester, et donc tout le monde ne peut pas avoir la même conviction. Du coup, si déjà, en amont, on ne permet pas à ceux-là qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir en place, il serait difficile donc de les considérer comme opposition, de les accepter tels et de les financer. Attention, nous parlons de deux choses différentes, mais qui se rejoignent. Du coup, il faut oublier cette affaire-là de recoupement de partis politiques, de financement de l'opposition, etc., etc. Alors, Narcisse Ressou, le 4 avril dernier, le projet a connu un échec, si on peut le dire, un peu sanglant à l'Assemblée nationale. Finalement, ça a constitué un déclic au niveau de la gouvernance au sommet de l'État. On ne parle plus vraiment de ces projets-là. Pourtant, on en a besoin, non? Oui, on en a besoin. Ce qui manque à cette gouvernance de la rupture, c'est la sincérité. C'est la sincérité qui manque beaucoup plus, au point où il y a une crise de confiance. Sinon, tout le peuple veut de la révision constitutionnelle. On sait que c'est assez. Mais quand on voit clairement qu'il y a assez de pièges, qu'on ne permet pas aux populations, qu'on ne permet pas à d'autres leaders d'opinion d'y voir clair, et on s'en va avec une vitesse pour nous accoucher quoi? Donc, il y a une crise de confiance énorme. Et du coup, quand ça a échoué, le 4 avril, on gère maintenant le pays avec une certaine rage et ruse qu'on affiche et qu'on dit publiquement. Donc, c'est comme on dit, en fond, je ne sais pas si je vais arriver à bien traduire ça en français,
Aujourd'hui, on veut justifier l'échec de ce projet de révision constitutionnelle par tout ce qui se passe. Oui, parce que vous n'en avez pas voulu. Voilà, on va utiliser les tests à fond comme on veut et on tord le cou aux tests et on se dit qu'on est en train d'utiliser les mêmes tests. Alors que l'idéal aurait été, comme on a vu avant leur arrivée au pouvoir, ces leaders politiques qui disaient qu'ils voulaient d'une assise nationale. L'idéal aurait été de rassembler ce pays autour des questions essentielles. Mais non, parce qu'on a des intérêts, on a des objectifs personnels. Allez, on prend ça, on fait cavalier seul, on isole tout le monde et on va à la va-vite. Sincèrement, ce dont on a besoin, c'est encore des réformes. Mais là, nous sommes restés sur notre faim. Parce que ils n'ont pas, comme le dit contrairement à mon cher, c'est qu'ils n'ont pas déposé les armes par rapport à ça. Ils veulent une majorité à l'Assemblée nationale. Ils veulent rajeunir l'Assemblée nationale à plus de 80%. C'est l'objectif. Donc, la rage et la ruse en place aujourd'hui, c'est pour faire le plein à l'Assemblée nationale et voir encore possibilité de revenir sur les mêmes objectifs. Oh, nous aurons des députés Godio, permettez-moi le terme, qui vont venir. Je ne parle pas de ceux qui sont là. On veut installer des députés Godio. On veut rafler massivement l'Assemblée nationale pour évacuer notre constitution. Ce projet existe encore. Et c'est aux populations, c'est à ce peuple d'être vigilant. Tu sais, du moins, nous savons tous, nous ne sommes pas vigilants au Bénin. N'anticipons pas. Ça nous arrive d'abord, malheureusement. Je voudrais même dire que nous sommes amnésiques, parce que j'ai comme l'impression qu'on oublie un peu trop vite. Vraiment, on l'est. D'où nous venons et où est-ce que nous allons. Par exemple. Ne lui faites pas dire des choses. Non, c'est vrai, ne me faites pas dire des choses. Nous allons oublier très vite qu'il y a un projet qui est en cours et nous allons donner notre caution pour 80% de députés. Donc ça va être une assemblée unicolore. Et du coup, alors que l'Assemblée est une institution de contre-pouvoir. L'Assemblée, qu'on le veuille ou non, selon les tests, l'Assemblée est une institution de contre-pouvoir. Il ne peut en être autrement si on part du principe que nous avons opté pour la démocratie depuis bientôt 25 ans, voire 30 ans. Alors, on va un peu évoluer dans les échanges de ce matin. Parlons maintenant du 15 août. Nous sommes aujourd'hui le 15 août et au plan national, il y a une fête phare qui est très connue de tout le monde maintenant. C'est la fête de l'Igname qui se tient à Savalou. Abel Darko, quelle est la portée culturelle de cette fête aujourd'hui? Bon, j'espère que Ressou est de là-bas et je voudrais lui souhaiter une bonne fête de 15 août et à tous les téléspectateurs. Et sans blague, écoutez, vous savez, c'est ce dont nous parlons. Et ça fait un lien direct avec la politique. Plus rien n'est à sa place aujourd'hui en République du Bénin, même si cette fête a pu tenir encore dans le temps jusqu'à ce jour et se tiendra encore, il y va de soi. Mais est-ce que c'était véritablement encore une fête culturelle? Je ne saurais le dire, parce que c'est de la pure prostitution aujourd'hui où tous les hommes politiques s'y rendent pour exhiber leurs muscles financièrement, pour démontrer aux populations que bon, nous existons encore et nous voudrons encore de vous, nous sollicitons vos voix, vos différentes voix pour si et ça. Vous savez, moi j'ai eu la chance quand même de couvrir plusieurs événements à cette célébration, mais chaque jour, chaque année que je m'y rends, je constate malheureusement que cette fête est en train de déteindre au profit donc de choses dont je ne voudrais pas évoquer le nom ici. Mais ce qui me choque le plus, c'est que cette ville qui abrite, cette manifestation depuis plus d'une décennie, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la ville n'a pas véritablement bougé d'un pas, à mon sens. Parce que si c'était organisé comme cela se doit dans les normes et que la fête tient encore lieu de ce qu'elle était originellement, au moins la ville pourrait ressentir les retombées donc, de cette manifestation. Aujourd'hui, loin même d'être du tourisme, on s'y rend, où les hommes politiques prennent d'assaut donc, cette journée-là pour en faire ce qu'ils souhaitent. Et c'est triste, c'est dommage, parce que, vous savez, moi je parle toujours d'une comparaison. Lorsque vous comparez la célébration du 15 août à l'organisation du Novicha et à l'organisation de Wemerhui, ou encore, dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, à la fête d'Anromain, je pense que la célébration du 15 août
est bien loin donc de ces grands regroupements culturels et cultuels en République du Bénin. Alors, Narcisse Kressou, quel est votre regard que vous portez sur l'organisation de cette fête dans sa globalité? Oui, je voudrais faire d'abord, moi, une rectification. C'est vrai, le 15 août, c'est d'abord la fête de l'Assomption, la fête mariale pour les chrétiens catholiques. Et je crois que c'est dans le couloir de ce jour férié qu'on a su mettre la fête de l'Igname. Bon, comme le débat s'accentue sur la fête de l'Igname. Voilà. Donc, comme le débat est sur la fête de l'Igname, donc permettons d'abord de dire aux chrétiens catholiques bonne fête de l'Assomption. Et venons maintenant dans le couloir de la fête de l'Igname, qui est comme une fête de bière en Allemagne ou dans nos différentes contrées. C'est vrai, c'est une fête culturelle des gens qui sont des collines ou bien du centre du pays, qui de plus en plus attire beaucoup de curieux, qui de plus en plus rassemble des gens qui sont de cette ère culturelle autour de l'IAM. Mais la question qu'on se pose, c'est ça. Ça contribue à quoi aujourd'hui? Puisque aujourd'hui, nous devons remarquer exactement qu'il y a beaucoup de fêtes identitaires qui commencent par naître. C'est vrai que la fête de l'IAM, ce n'est pas d'hier. Comme il a cité tantôt, la fête Novitia ou Wemehwe, ça fait quelques années qu'aujourd'hui, on remarque que de part et d'autre dans notre pays, cette sectarisation a commencé, les fêtes d'identité se multiplient. Mais quelles sont les retombées? Est-ce que c'est un rassemblement autour duquel on pense réellement aux questions de développement ou bien on vient faire de la politique? La politique est rentrée dans tout, dans les couvents, dans la chefferie traditionnelle, et même dans cette fête, dans ces genres de fêtes qui devraient être des moments de ressort pour les populations, pour la localité. Mais chacun vient faire son one-man show et on finit par de retombées politiques ou, enfin, pas de retombées pour les citoyens, pour la communauté à la base. On ne trouve rien. Sinon, vous voyez, on court depuis quelques jours à nous dire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est la seule chose qu'on chante dans les collines aujourd'hui. On a eu de l'eau, on a eu de l'eau. Le PAG est en vogue. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que les fils et filles qui aussi sont dans la prostitution politique, hein? Voilà une localité dans laquelle c'est vrai qu'ils ne sont pas censés faire le même couloir politique. Mais on a vu dans le passé les fils et filles de cette localité qui sont restés soudés, qui ont eu un idéal politique. Et je crois que ça avait porté. Mais aujourd'hui, on voit un certain mimétisme dans la zone. Et je me dis, même l'idéal a manqué dans les collines, de Savalou, passant par Dassa, passant par Banté, un peu partout. Hein? Vous voyez comment ces leaders politiques-là sont rentrés aussi dans cette transhumance politique. Au lieu d'afficher un idéal, ils étaient forts. Et je crois que forts comme ça, soudés, ils pouvaient arracher tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, chacun veut courir et sauver son ventre. Et vous allez voir autour de cette fête, vous allez voir rien que des actions politiques d'envergure, de campagne, parce que les élections s'approchent. Les élections s'approchent. On note, comme Narcisse le disait tout à l'heure, une floraison maintenant de fêtes identitaires culturelles. Faut-il lutter contre ça ou est-ce que ça participe de la vitalité de la culture béninoise? Non, ça participe et on ne va pas lutter contre. Ça fait partie de la vitalité culturelle et je voudrais même dire culturelle en République du Bénin. Car si on doit souhaiter que ces fêtes disparaissent, ce serait un peu comme souhaiter que le 10 janvier disparaît et les miens ne seront pas, pardon, l'expression n'est pas l'expression galvaudée. Je voudrais dire que les gardiens, nos gardiens traditionnels ne seront pas d'accord avec vous. Et donc, on va pas les supprimer, mais plutôt on va les repenser. Repenser en ce sens que pour pouvoir leur donner leur lettre de noblesse et permettre à ce que ces fêtes puissent... Parce que, vous savez, lorsqu'il y a ces regroupements culturels, les visiteurs viennent d'un peu partout. Narcisse l'a dit tout à l'heure, c'est un peu comme la célébration de la bière en Allemagne, un peu comme aller faire du tourisme à Paris pour visiter la tour et faire les musées et bien d'autres. Mais chez nous, si c'était mieux organisé, ça allait permettre donc de faire gagner de l'argent à la commune, à la localité, et tout naturellement, et faire mettre cette commune-là donc sous les feux de la hampe, mais véritablement, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Du coup,
c'est seulement, je dis c'est seulement les fils de la localité qui vont pouvoir réorganiser la chose. Parce qu'on se dit forcément que lorsque nous ne faisons pas la politique, il n'y aura pas un de nos fils qui sera nommé ministre, qui sera nommé ci, qui sera nommé ça, et on sabote tout, on prostitue tout, et ça devient du bordel, et c'est, excusez l'expression, fidèles auditeurs, téléspectateurs, pardon. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Il va falloir donc repenser véritablement la chose pour le bonheur donc, de tous les citoyens béninois et de ceux qui adulent donc, cette fête. Oui, dans quel sens repenser ça, Narcisse? Il a bien dit qu'on fait un point d'attraction touristique. Et pour cela, vous savez, pour le 15 août, quand vous devez même aller dans les collines pour cette fête-là, parfois vous n'avez pas où dormir. Parfois, il faut anticiper. Parce qu'il y a le paysage marial aussi, les gens y vont plutôt. Il faut même faire des réservations sur des mois, ce qui voudra dire quoi? Il y a la demande, mais il n'y a pas l'offre. Mais on n'y pense pas. C'est des gens qui vont prendre de l'argent, aller investir dans d'autres pays en Europe, et c'est ça. Et ils vont laisser leur localité, ils viendront faire 15 août. D'accord. Merci à vous, Narcisse Ressou et Abel Dako. Mais avant de vous laisser rapidement partir, on va peut-être faire rapidement un dernier tour de table sur quelques sujets pêle-mêle. Abel Dako, l'ancien maire de Cotonou, Liali Villansoglo, a réagi sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi son audio? Narcisse ne sera pas du tout d'accord avec moi, mais je dis que c'est une sortie qui ne vaut véritablement plus la peine, puisqu'il pense que l'affaire est devant les juridictions du pays, de notre pays, et qu'il croit en ces juridictions, autant rester calme que de parler au moment où il a parlé. De toute façon, sa sortie, bon, je l'ai suivi, j'ai analysé ses propos de fond en comble. Espérons que la justice lui donne raison et que sa personnalité, son autorité, comme lui-même le dit, il faudrait donc que tout ça soit lavé de l'opprobre qui, en croit ses propos, qui lui est jeté. Oui, Narcisse Ressou. Oui, une fois qu'il y avait de l'acharnement, une fois qu'on n'avait pas permis à Liali Soglo de pouvoir apporter la réponse au questionnaire comme la loi le stipule, parce que c'est soit par écrit, soit par oral. Et puis, il a préféré répondre par écrit, on ne lui a pas donné l'opportunité. Ce n'est pas par les réseaux sociaux. Donc c'est inopportun. Ce n'est pas par les réseaux sociaux. Non, c'est quand même des ébauches, c'est important. Sa sortie actuelle, ça va changer quoi? Non, sa sortie actuelle sur WhatsApp, je me demande qui sont ceux qui le coachent actuellement. D'accord. On a vu, non, j'en ai pas fini. On a vu des gens qui sont allés, aujourd'hui je le considère comme un exilé, mais qui ont choisi des chaînes quand même d'audience. Pas où il est. Non, qui ont choisi des chaînes d'audience. Des gens sont allés sur RFI parler. Des gens sont choisis. Je sais de qui vous parlez presque. Mais alors, rapidement, opinez également sur... C'est pas par WhatsApp que Liali va. Il n'a qu'à aller choisir des chaînes internationales. Luc Atropo a été auditionné également hier à Abomey. Je ne veux pas en parler. Abel Dako, vous voulez en parler? Ça peut bien sembler d'une singerie. Ça peut bien sembler à une singerie. Mais nous sommes dans la même tendance, vous avez vu. Et moi, j'ai lu un texte paru dans la soirée d'hier pour faire croire que... Bon, pas pour faire croire, pour démontrer donc la sainteté du maire. Excusez l'expression utilisée. Mais je dis, il y a encore du feu sous la braise. Il faut qu'il soit sur ses gardes. On a connu des maires dans ce sens-là. Il y aura... Je ne prédis pas un lendemain sombre pour le maire, mais de toute façon, il y aura de rebondissements dans cette affaire. Il faut qu'il soit sur ses gardes. Soit c'est la commission préfectorale qui va l'écouter à l'instar donc de son doyen, de son aîné politique, ou ce seront d'autres affaires qui vont encore... Tant qu'il sera dans le Grand Okoye, il n'y aura pas de problème. Voilà, merci à vous. Abel Dako, vous êtes journaliste, vous êtes le correspondant de Liberté FM au Bénin et au Nigeria, et Narcisse Ressou, journaliste au quotidien Palmarès. Dans les prochaines minutes, nous allons recevoir l'invité de ce matin, le professeur Gilbert Kwesi, qui est un politologue. Il va faire des projections sur la classe politique béninoise à l'horizon 2021. Il sera l'invité de Sidoana Honoga. Chers téléspectateurs, pour bénéficier de nos couvertures médiatiques, reportages, publi-reportages, passage sur une émission de la grille, retransmission en direct d'événements, magazines, annonces, publicités, avis et communiqués, ou encore vous souhaitez réserver des espaces publicitaires pour assurer votre visibilité ou celle de votre entreprise, vous pouvez vous rapprocher du service commercial du groupe international de médias Unafrica Immédiat. Ou contactez-nous au numéro suivant 00229 63 14 04 04 ou encore
00229 62 47 47 67. Votre satisfaction est notre raison d'être. Soyez nos partenaires privilégiés. La Béninoise TV, la proximité par les langues.